Bonjour à tous. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Est-ce que vous nous entendez bien? Alors, petit test, est-ce que vous Ah, normalement, m'entendez on moi devrait aussi? t'entendre. C'est ça la question. Déjà, on nous voit et apparemment, on nous entend. Ok, super. Très bien, on nous entend tous les deux. Si vous nous entendez tous les deux, mettez dans le chat que vous nous entendez tous les deux. Comme ça, on est sûr que vous répondez bien aux deux. Est-ce que vous nous répondez bien aux deux? Oui, apparemment, c'est bon, Paul. Ça a l'air bon. Bon, très bien, alors on va pouvoir y aller. Désolé pour ce petit moment de flottement de début. On a perdu le son 4 secondes avant de lancer, c'était parfait. Bonjour et bienvenue à tout le monde. Merci d'être avec nous sur Confine ta science. Ça faisait longtemps qu'on n'avait On pas est fait de Confine très ta science. heureux. Ça nous avait On est très heureux. manqué. On est Ouais. super contents. Et on va donc refaire quelques sessions pendant ces vacances scolaires. Parce que donc Confine ta science, qu'est-ce que c'était et donc qu'est-ce que c'est? C'est des animations en ligne, en live que propose l'équipe de médiation de l'espace des sciences Pierre-Gilles de Gênes et l'association Trace. L'espace des sciences Pierre-Gilles de Gênes qui est à Paris, est toujours fermé en ce moment. Vous savez sûrement pourquoi, hein, il se passe plein de trucs. Et donc, pour pouvoir quand même proposer des activités au public, eh bien, on passe en live. Et donc, c'est ce qui se passe pendant ces vacances. On vous propose des animations Et donc, sur ces Twitch. animations, c'est le mercredi après-midi, donc 16h30 cette semaine et la semaine prochaine. Donc, gardez bien en tête que la semaine prochaine aussi, il y aura une animation. Et pour ceux qui ne nous connaissent pas, eh bien, on peut se présenter rapidement. Donc, moi, je suis Clémentine. Et puis, bah, à ma... Ah non, voilà. De l'autre côté, ici, pour vous, il y a Paul. Je t'aide pas, je te laisse galérer. Et donc, moi, je m'appelle Paul. Tous les deux, on travaille. On est médiateur, médiatrice scientifique à l'Espace des sciences Pierre-Gilles de Gênes et à l'Association Trace. Dernière petite chose, en ce moment, à l'Espace des sciences Pierre-Gilles de Gênes, depuis début 2021 et pour les mois à venir, on explore une nouvelle thématique qui est celle de la diversité dans la recherche, du lien entre la diversité et la recherche. Quelle diversité il y a dans le monde de la recherche et comment la recherche étudie les diversités. C'est notre nouvelle thématique de recherche qu'on a appelée Normal, point d'interrogation. J'ai essayé de faire Normal. Je vais rajouter un Euh, petit texte en dessous de toi. Vas-y, continue. voilà. Et donc cette animation, elle s'inscrit dans le cadre de cette exploration. C'est vraiment une nouvelle thématique. On explore tout ça. On ne sait pas encore exactement de quoi on va parler, jusqu'où on va aller, ce qu'on va en faire. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que si on veut savoir comment la recherche, elle étudie les diversités, on a besoin de savoir comment la recherche, elle étudie les comportements de la société, comment la recherche, elle étudie les comportements de la société par rapport aux différentes diversités qu'il peut y avoir dedans. Et donc, c'est pour ça que cette première animation, là, aujourd'hui, on a voulu la faire sur la science qui étudie les comportements. Ça va être le thème d'aujourd'hui. Et puis, je vais laisser la parole à Clémentine qui va Ouais. introduire le Alors sujet. avant, Ah, on voilà, n'a c'est pas dit ça. les règles Alors du chat. avant Oui. de commencer l'animation, vous connaissez ceux qui ont suivi Confine ta science, vous nous connaissez un petit peu. On va juste donner les règles du chat. Alors c'est important parce que on aimerait que vous participez au maximum à notre activité, à notre animation. On va vous poser des questions et puis vous allez surtout avoir envie, j'espère, de nous poser des questions. Donc n'hésitez pas à participer dans le chat. Dans ce cas, il faut juste avoir créé un compte Twitch. Donc normalement, c'est assez simple à faire de créer un compte. Il faut juste avoir plus de 13 ans. Donc les parents peuvent créer le compte pour les enfants si vous souhaitez. Donc dans le chat, on essaie de rester cordial, courtois, c'est la base, hein, et de ne pas flooder, c'est-à-dire de ne pas mettre des messages qui sont trop inutiles et qui font qu'on pourrait louper certains messages que vous nous écrivez, ce qui serait dommage. Alors justement, pour nous aider dans le chat, on a Eva et Arnaud qui sont nos collègues et qui sont là pour vous aider à la technique s'il y a un petit problème, pour répondre à vos questions et aussi si vous faites des bêtises dans le chat, pour vous demander d'arrêter. Mais normalement, on vous fait confiance, donc tout va bien se passer. Autre chose, Oui, ça s'est toujours très bien autre chose, passé. Ouais. vas-y. Vas-y, je dis l'autre chose pour toi. Je suppose que c'est ça, puis Ouais, sinon tu compléteras. Si jamais, justement, comme vient de le dire Clémentine, vous avez le moindre problème technique, vous avez un truc, n'hésitez pas à le dire dans le chat et Eva et Arnaud vont essayer de vous aider à régler ces problèmes techniques. Et si jamais vous n'avez pas de compte Twitch et vous n'arrivez pas à poser de questions dans le chat,
Eh bien, c'est pas grave, il y a une solution de secours. On va vous poster l'adresse mail de Confinta-Science. Donc, hop là, c'est le moment où normalement quelqu'un devrait poster l'adresse mail. Et vous pouvez nous envoyer un mail. Eva et Arnaud suivent les mails qu'on reçoit. Et donc, si vous envoyez une question par mail, ils nous l'enverront et ils la posteront pour vous Voilà. dans le chat. Donc n'hésitez pas à envoyer des mails, hein, on est là pour ça et on suit en temps réel, enfin surtout Eva et Arnaud, merci à eux et à elles, suivent en temps réel tout ça, donc vraiment n'hésitez pas. Du coup, Et vas-y. dernière chose avant de démarrer, après on a fini, c'est long tout ce qu'il y a à dire avant, j'avais oublié qu'on avait autant de trucs à dire au début. Dernière chose, donc aujourd'hui on va vous faire une animation sur comment la science étudie les comportements des êtres humains. On va faire des trucs avec vous là pendant une demi-heure et ensuite dans une demi-heure on a avec nous une chercheuse qui s'appelle Lou Safran. Si vous avez suivi avant au printemps, vous savez que souvent on a des professionnels qui nous rejoignent en fin d'activité. Ça sera aussi l'occasion, si vous avez des questions complètement techniques, parce que nous, Clémentine et moi, on n'est pas du tout des experts et des experts du domaine. En vrai, on n'y connaît pas grand-chose. Hein. On va faire des trucs ensemble, mais on n'est pas du tout des spécialistes. S'il y a des questions que vous avez envie de poser et qui sont des questions techniques, on va les garder et on pourra les poser à Lou à la fin, qu'on vous représentera quand elle arrivera d'ici une demi-heure. Tout à fait. Et du coup, avant d'entrer dans le vif du sujet, pour entrer dans le vif du sujet, on peut peut-être se poser une question. Vous avez sans doute lu le résumé de ce dont on va parler aujourd'hui, mais qu'est-ce que c'est, à votre avis, les sciences qui étudient le comportement ? Qu'est-ce que ça fait ? À quoi ça sert ? Quel est le sujet de l'étude ? Est-ce que vous avez des idées de qu'est-ce que ça peut bien être et comment ça peut bien fonctionner ? Parce que c'est important de se poser cette question avant de pouvoir entrer dans le vif du sujet et ensuite poser des questions à la chercheuse, à Lou. Donc, alors, la sociologie. Alors, dans le Quentin, là, la sociologie, on me demande si c'est de la socio. C'est de la socio, du coup, ce qu'on va faire C'est aujourd'hui ? une très bonne question. On pourra garder cette question pour Lou, peut-être savoir si en tout cas, de ce que moi j'ai compris, c'est que dans les sciences du comportement, il y a effectivement un petit peu de sociologie qui entre en compte parce qu'effectivement, on va étudier des comportements sociaux. Est-ce qu'il y a d'autres hypothèses ? Qu'est-ce que peut étudier ? Donc la psychologie, ok. Donc la psychologie, c'est... Vas-y. Et alors, effectivement, c'est aussi, donc la psychologie, c'est la science qui étudie les fonctionnements cognitifs, alors c'est pareil, je ne suis pas très clair sur la définition exacte de ce qu'est la psychologie, mais en tout cas, c'est la science qui essaie de comprendre comment on fonctionne, comment on pense, comment fonctionne le cerveau. Et ça aussi, ça va être une science qu'on retrouve dans les diverses axes qui permettent d'étudier les comportements. Donc il y a de la sociologie dans la science du comportement, il y a de la psychologie, il y en a encore d'autres. Qui dit, je dirais que ça sert à prévoir et interpréter les comportements. Eh bien, tout à fait. En fait, ce dont on va parler aujourd'hui, c'est un champ un petit peu particulier. Enfin, d'après ce que j'ai compris en discutant avec Lou et en me renseignant un petit peu, c'est effectivement ce sur quoi travaille Lou, en tout cas, ce qui permet d'étudier les variations des comportements entre les gens. C'est-à-dire que, par exemple, Paul et moi, on est deux personnes différentes et on est tous les deux en train d'animer Confinta Science et on est en train de faire des choses différentes, de réagir différemment. Ça se trouve, on ne regarde pas les mêmes documents, on n'a pas organisé notre bureau de la même manière. Et du coup, c'est d'essayer de comprendre quelles sont ces variations entre les individus, les variations de comportement entre les individus. Vas-y. Il y a Quentin qui demande est-ce que c'est de la fouloscopie qu'on va faire ou en tout cas, est-ce que ça compte ? Peut-être d'abord, est-ce que tu peux nous préciser qu'est-ce que c'est la fouloscopie ? C'est une très bonne question. Oui, exactement. Je pense que la première chose à faire, c'est, à mon avis, le mot se comprend à moitié, mais pour être sûr... De quoi tu parles ? Pour être sûr, est-ce que tu pourrais nous décrire ce que c'est ? Quand tu parles de fouloscopie. On va attendre un petit peu. Vous savez toujours qu'il y a ce décalage entre nous et le chat. Du coup, parfois, on se tait pour attendre vos réponses. C'est ça. En fait, vous nous voyez tel qu'on était il y a 15 secondes. Donc, quand vous nous envoyez un message, eh ben, nous, on le reçoit 15 secondes plus tard. Alors, Quentin, comment fonctionne une foule ? Eh bien, c'est une très bonne question parce que, d'après ce que j'ai compris, c'est... Alors, je pense que ce qu'il a donné, c'était la description de ce qu'est la fouloscopie. D'étudier comment fonctionne la foule. La fouloscopie, c'est étudier comment fonctionne une foule. Et moi, je rebondissais sur le fait que
ce sur quoi on va s'intéresser, c'est quelque chose de beaucoup plus spécifique. C'est-à-dire qu'une foule, c'est plein d'individus ensemble qui ont des comportements liés au fait qu'ils sont une foule. Et donc là, à quoi on va s'intéresser de manière un petit peu plus spécifique, en fait, c'est les individus dans cette foule et comment les individus dans cette foule réagissent et surtout essayer de comprendre les processus qui font que ces individus dans cette foule réagissent différemment. Donc aujourd'hui, effectivement, dans les sciences comportementales, il y a plein de choses qui rentrent, comme vous l'avez dit, de la psychologie, de la sociologie, de la fouloscopie. Sociologie. Mais là, nous, on va s'intéresser à les, un axe très spécifique et une manière de faire des sciences comportementales très spécifiques qui est de comprendre comment et pourquoi deux individus réagissent différemment dans une même situation et donc d'étudier ces comportements-là. Et pour ça, Paul, peut-être que je te laisse reprendre la suite. Il y a des protocoles et des tests à mettre en place. Donc, ce qu'on aimerait vraiment explorer, donc aujourd'hui, comme vient de le dire Clémentine, c'est cette science qui est associée à cette problématique. Pourquoi des deux individus vont se comporter différemment dans une même situation, par exemple, et puis même aussi pourquoi des fois le même individu ne va pas se comporter de la même façon si on lui fait revivre la même situation deux fois différente. Donc c'est vraiment une question qui a l'air très simple, à la fois très simple, très générale, et puis en même temps, dès qu'on commence à essayer de réfléchir, il peut y avoir beaucoup de réponses, ça a l'air très compliqué. Nous, on aimerait aussi vraiment parler aujourd'hui de en quoi on peut faire des expériences dans cette science-là. Donc, ce qu'on voudrait réfléchir là, c'est comment on peut faire des expériences dans cette science. C'est-à-dire, c'est facile de s'imaginer des expériences en chimie, en physique, on a presque l'habitude d'en voir. En tout cas, nous, Clémentine et moi, on a l'habitude de proposer des expériences de physique-chimie où on fait tomber des trucs, on mélange des machins et puis on fait couler des bidules. Là, pour étudier les comportements des personnes, ça va être compliqué de les faire couler, de les faire biduler et tout ça. Il va falloir qu'on trouve d'autres moyens d'étudier ça, d'autres moyens de faire des expériences. Et donc, j'aimerais qu'on réfléchisse ensemble à ça. Comment on fait des expériences quand on veut étudier le comportement des personnes? Ouais. Alors, il y a J'aime les sciences, pendant que je parlais, qui a envoyé un message pour dire est-ce que c'est lié au vécu et à nos expériences? Alors ça, c'est une bonne question, je pense. C'est surtout une question qui pourrait même devenir une problématique de recherche. On pourrait essayer de faire de la recherche pour essayer de comprendre dans quelle mesure notre vécu, notre expérience, et qu'est-ce qu'il y a dans notre vécu et notre expérience qui influence notre comportement. Et ça pourrait être vraiment, vraiment un sujet de recherche. Donc peut-être la première question que moi j'aimerais vous poser, c'est typiquement là, J'aime les sciences, il vient de poser une question qui pourrait être une question de recherche. Est-ce que le vécu et les expériences que quelqu'un a vécues, ça influence son comportement? Qu'est-ce qu'il y a comme expérience? Alors là, je suis très général. Qu'est-ce qu'il y a comme expérience que vous pourriez imaginer qu'on pourrait faire pour essayer de savoir s'il y a des gens qui sont influencés par leur vécu? Donc Quentin qui dit Là, sûrement si un jour tu es tombé dans un puits, tu ne vas pas vouloir t'approcher d'un puits. Et bien ça, ce que tu es en train de faire Quentin, c'est ce qu'on pourrait appeler une hypothèse dans cette thématique de recherche. Toi, tu pars du postulat que peut-être effectivement, si un jour tu es tombé dans un puits, ça a eu un traumatisme. La question que Paul essaye de poser, c'est comment est-ce qu'on pourrait peut-être vérifier cette hypothèse? Qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place comme expérience, comme protocole, pour essayer de vérifier si oui ou non le fait d'être tombé dans un puits a un impact sur le fait de vouloir ou pas s'approcher d'un puits plus tard. Et comme le dit GSA05, c'est ça, c'est de réfléchir à comment on peut faire des expériences comportementales. Alors typiquement, cette personne ou ces personnes, les personnes qui sont tombées dans un puits, qu'est-ce qu'on pourrait faire comme expérience pour vérifier si elles ont un traumatisme ou pas? En réalité virtuelle. Alors on pourrait faire des expériences en réalité virtuelle. D'accord, donc c'est vrai, on pourrait se mettre dans une réalité virtuelle, demander à des personnes de jouer à des jeux vidéo ou d'avoir un casque de réalité virtuelle et de voir si... Elles s'approchent ou pas des puits. Et d'observer leur comportement. Ok. Donc des expériences de mise en situation. J'écris en même temps. Hop là, pour garder une trace et m'en souvenir. Donc on peut imaginer des expériences de mise en situation. Est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on pourrait imaginer? Imaginons qu'on n'a pas de casque de réalité virtuelle, mais il faut essayer de trouver une expérience. Qu'est-ce qu'on peut trouver d'autre? Faire des sondages. Oui. Des
questionnaire, effectivement, c'est aussi une façon de vérifier, c'est une façon de faire une expérience dans ce genre de science, faire des sondages, donc poser les questions. On se demande si les gens, ils ont été traumatisés par des puits, les qui sont tombés dans un puits, ils ont un traumatisme, ils ont toujours peur des puits. On fait un questionnaire pour leur demander s'ils ont peur des puits et s'ils sont tombés dans un puits. On regarde les réponses et puis on regarde si les réponses elles Ensuite, on sont a influencées. plein d'autres idées parce que Quentin nous Euh, dit faire 2 groupes, donner 20 euros au premier groupe s'ils veulent bien donner 10 euros avant et ne pas donner ces 20 euros au groupe 2. Ah, pardon. Alors là, on n'est plus sur le puits. Mais, oui. pardon, du coup, j'ai lu trop lentement. Alors on va répondre on va répondre à tout ce que vous avez noté, peut-être pas forcément dans l'ordre, parce que d'abord je Ouais. vais rester sur les histoires de pluie, puis après on va voir sur ce que tu dis, Quentin. Montrer des images et monitorer les ondes cérébrales pour capter les émotions. Effectivement, ça peut être une autre façon. Peut-être, en tout cas, tout ça, on va le soumettre à Lou après quand elle sera là pour savoir ce qu'elle en pense. Est-ce que c'est Parce que vraiment moi, je des, me des pose expériences la qu'on peut faire? question de si on Euh, peut monitorer les émotions, par exemple. Ça me pose une bonne question, ce que tu nous dis. Effectivement, si jamais on est capable de lire ça, de regarder les images d'activité du cerveau et d'interpréter ces images d'activité du cerveau et de relier ça à des émotions négatives, alors on peut regarder comment le cerveau fonctionne quand une personne qui, par exemple, est tombée dans un puits, verrait des photos de puits. Et là, peut-être qu'il se passe quelque chose de spécial dans leur activité cérébrale. C'est une façon de l'étudier, enfin je pense, hein, tout à fait. C'est un exemple, mais dans la vraie vie, on meurt, non? Oh, moi, je ne sais pas, je suis jamais tombé dans un puits, Mathis, donc je ne saurais pas trop te dire. Je suppose qu'on peut parfois y échapper, en réchapper, si jamais le puits n'était pas si Il y profond que ça. avait J'aime les sciences qui donnaient une autre expérience par rapport au puits. Donc on met des gens qui sont tombés dans un puits et d'autres qui ne sont pas tombés dans un puits devant un puits et on regarde leur réaction pour voir s'il y a une différence. C'est ça, donc mesurer des réactions, euh, très bien. Alors si ça bug Hop. chez vous, essayez de soit réactualiser la page, soit de mettre de réduire la qualité de la vidéo. Ça peut permettre de moins bugger. Oui, moi je sais que là, en même temps, j'ai mon ordi qui tourne, comme ça je peux voir si ça plante complètement. Et là, chez moi, pour l'instant, ça tourne correctement. Donc, c'est vraiment un problème. La vidéo fonctionne, c'est un problème au niveau de la diffusion. Donc, n'hésitez pas à essayer de vous rapprocher du Wi-Fi, si vous avez un Wi-Fi, à rafraîchir la vidéo, à diminuer la qualité. Peut-être que ça ira mieux. On est vraiment désolé, en tout cas, s'il y a des bugs. Ça, c'est toujours hyper Mm. embêtant quand on est en ligne. Euh, Très bien. Ce qu'on va faire, c'est que je vais vous raconter un peu, on va parler un peu de différents types d'expériences qui peuvent être faites. Alors, vous en avez déjà donné plein. Euh, et vous avez raison, un type d'expérience qui est très, 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 très classique qu'on peut faire quand on veut étudier les comportements, c'est bonjour Delcera. Un type d'expérience qu'on peut faire de façon très classique quand on fait hop là, et qui vient de s'afficher, quand on veut étudier des comportements. Déjà, le premier, c'est celui que vous avez donné en premier, faire des questionnaires et voir ce que les gens répondent. Ça permet, un questionnaire, c'est très bien si on veut mesurer des préférences, si on veut savoir ce que pensent les gens et si on veut savoir ce que pensent les gens explicitement. Par exemple, on va vous envoyer un lien pour faire un petit questionnaire. C'est un questionnaire qu'on a récupéré d'une vraie expérience qui existe. Et on discutera à la fin ce que vous pensez que cette expérience fait. Alors, est-ce que dans le chat, on peut mettre le lien vers le questionnaire? Alors, ce que je vais juste vous demander, c'est juste de cliquer sur le lien et de répondre aux questions. Voilà, c'est vraiment juste un questionnaire. Ok, alors je le vois pas, donc je vais le mettre. Alors, attendez, je ne sais pas dans le Hop, chat, donc je vais le. voilà. Ouais, voilà. C'est un Google Doc. Ah bah, rapide, ça c'est confronté. Mais n'hésitez pas du coup à cliquer juste sur ce questionnaire. C'est celui qui s'affiche là sur l'écran, c'est le même. Euh, mais n'hésitez pas voilà, à le remplir et à répondre aux questions selon vos vraies opinions, hein, vos vrais avis. Rapidement. Et je pense que ce dont parle Mathis, c'est qu'il a vu les questions du questionnaire, qui est un questionnaire sur le dégoût. Et donc, il a réagi, c'est normal. Mais du coup, bah, là, voilà, on vous laisse 2 minutes pour répondre à ces questions. Si vous êtes plusieurs, ce qui est possible, on peut être plusieurs derrière un ordi, et bah, du coup, faites peut-être une réponse, décidez qui répond dans le groupe.
Peut-être que tout le monde ne va pas répondre, ou vous pourrez peut-être faire le questionnaire plusieurs fois, vous pourrez recliquer après dessus. Mais il faut y répondre de façon Moi, individuelle. je vais pas y répondre pour pas vous influencer. Mais du coup, si on a qui lisent pas, ou n'hésitez pas à nous demander par mail si vous pouvez pas cliquer sur le lien. Enfin, en tout cas, c'est un questionnaire, voilà, qui est issu une vraie étude pour étudier le dégoût et donc comprendre s'il y a des corrélations entre les choses qui dégoûtent. Du coup, si c'est fini, n'hésitez pas à nous dire dans le chat juste Je vous quand laisse. vous avez fini. Ouais. Quand vous avez fini, dites-le nous dans le chat, comme ça on se rend compte quand vous commencez à avoir vraiment fini. Hop. Et même quand vous avez fini, est-ce que vous pouvez nous dire dans le chat ce que vous pensez que on essaye d'étudier avec ce questionnaire? À votre avis, c'est quoi l'expérience qui est derrière? C'est quoi l'hypothèse qu'on essaye de tester? En tout cas, qu'on pourrait essayer de Ouais. tester. C'est intéressant de se poser cette question. Parce que souvent, je vais peut-être m'avancer un peu, mais on n'explique pas quand on donne un questionnaire aux gens, on n'explique pas à l'avance ce qu'on essaye de chercher pour pas influencer les participants et les participantes qui vont répondre au questionnaire, si je me trompe bien. Lou pourra nous dire si j'ai tort. Mais comme ça, en y réfléchissant après, ça nous permet de voir un petit peu ce que la recherche a essayé de nous montrer. Alors, on nous propose déjà quelques pistes de ce que pourrait étudier ce questionnaire. J'aime les sciences se demande si on essaie d'étudier si on est tous dégoûtés par les mêmes choses. Alors, c'est une bonne question. Peut-être que c'est ça. La relation entre le dégoût et les cinq sens. La relation entre le dégoût et le sexe, l'âge. La relation entre le dégoût et l'âge. La relation entre le dégoût, l'âge et le genre. Tout. Si le dégoût est pour soi ou Je quand l'ai on dit. l'observe chez les autres. Très bien. Bon, ben là, tout le monde commence à avoir fait. Puis vous avez des bonnes interprétations de à quoi peut servir ce questionnaire. Alors, effectivement, là, tel que je l'ai reformulé, c'était vraiment pour essayer. Alors là, on va pas avoir le temps vraiment de le vérifier parce qu'il faudrait faire des trucs que je ne vais pas être capable de faire assez vite. Mais on pourrait utiliser vos réponses pour voir en fonction de l'âge de chacun et en fonction de si vous êtes un homme, une femme, un garçon, une fille. Et vos réponses, si le dégoût est le même en fonction de, pour tous les gens, quel que soit leur âge, ou si l'âge peut influencer votre dégoût, et si le genre peut influencer le dégoût ou pas. Donc là, typiquement, effectivement, de remplir ce questionnaire, c'est déjà une expérience qui permet d'essayer de vérifier. Par exemple, imaginons que moi, je me suis dit, les enfants ont moins de dégoût que les adultes, par exemple. Les plus de 18 ans sont plus facilement dégoûtés que les moins de 18 ans. Voilà, ça pourrait être mon hypothèse. Et ben, je peux essayer de le tester avec ce questionnaire en vous le faisant remplir et en voyant si les plus de 18 ans ont répondu la même chose que les Et ce moins de 18 ans ou questionnaire, pas. après, il est utilisé, c'est-à-dire qu'on analyse les réponses de tout le monde, et puis on peut, en fonction des données qu'on a, faire des figures, des graphiques, etc., qui permettent de voir si les jeunes, tous les jeunes ou tous les moins jeunes, définir ce qu'est jeune, mais ont les mêmes réactions face au dégoût, etc. Donc à chaque fois qu'il y a un questionnaire, après on analyse les données pour essayer de comprendre s'il y a des corrélations entre certains paramètres qu'on a mis dans le questionnaire. Et ça, vous l'avez bien compris, je pense, le questionnaire, c'est vraiment des choses que vous pensez, qui sont explicites pour vous, qui sont conscientes. Vous répondez les choses que vous pensez honnêtement. Donc ça, c'est une manière de faire, d'étudier les variations des comportements entre les personnes, étudier les préférences des personnes, par exemple. Et alors, donc ça, c'était un premier type d'expérience très simple, très classique et on connaît bien. Donc ce questionnaire, il a été fait, je l'ai récupéré d'une équipe de recherche qui faisait des études pour savoir si... Alors là, les questionnaires étaient beaucoup plus longs et l'étude qui était faite, c'était d'essayer de voir si les personnes qui ont des menstruations, est-ce que, en fonction de où elles en sont dans leur cycle, sont toutes réceptives de la même façon au dégoût ou pas. Donc là, c'était à ça que ça servait à l'époque. Les questions ont été légèrement changées, mais c'est à ça que ça servait à l'époque. Maintenant, on va parler d'un deuxième type d'expérience qui peut être fait quand on veut étudier les comportements.
Ça dépend évidemment des hypothèses qu'on se pose et des hypothèses qu'on veut tester. Est-ce que vous en avez parlé un peu, vous, dans ce que vous avez dit? Vous en avez parlé notamment parce que vous avez parlé de mesurer les réactions. Effectivement, vous avez raison. Quand on veut essayer de mesurer, d'étudier un comportement, une chose qui peut être très importante de faire, c'est de mesurer les réactions, de mesurer les choix, les décisions que les personnes vont prendre et d'essayer de voir si on change, donc de demander aux gens de prendre des décisions. C'est notamment ce que Mathis, je crois, quelqu'un proposait tout à l'heure une expérience en donnant de l'argent aux gens, de voir s'ils vont les partager ou pas. Oui. Euh, Je une, sais plus qui, mais oui. ah, donc il y a une question qui est hyper intéressante de J'aime les sciences qui dit est-ce que les réactions des humains ne sont pas différentes quand ils savent qu'ils participent à une étude? Et ça, c'est une question que je pense très importante et très On la intéressante. posera à Je, Lou. si moi je réponds, je vais te dire à mon avis oui, mais en vrai, je pense que le plus intéressant, c'est de la poser à Lou tout à l'heure, parce que son boulot, c'est de faire des expériences sur des humains ou avec des humains. Et à mon avis, c'est une question qu'elle doit se poser à peu près tous les jours, donc elle a sûrement une réponse hyper personnelle à nous donner et qui sera très intéressante. Mais donc le deuxième type d'expérience dont je voulais parler, c'est quand on veut mesurer ce qui influence les prises de décision. Donc tout à l'heure, l'expérience avec l'argent dont nous parlait je ne sais plus qui. Désolé, le chat il se défile et du coup je perds tout. Euh, C'était ce genre d'expérience. Effectivement, ben là on va vous montrer une autre expérience qui là sert vraiment à savoir qu'est-ce qui peut influencer vos choix. Euh, je vous en explique pas plus. Et on va vous envoyer le lien. Alors, est-ce que, voilà, vous avez le lien vers une étude qui vient de vous être envoyée. Donc, c'est une nouvelle expérience à faire. Si vous cliquez, vous allez voir la page la page qui est affichée là en ce moment sur le stream. C'est une vraie expérience de recherche. Là, tout à l'heure, le questionnaire, c'est un questionnaire que j'ai fait tout seul ce matin. Mais par contre, là, c'est des vraies expériences de recherche. Donc, ce que vous allez répondre, ça va vraiment servir à Lou, que vous verrez tout à l'heure, qui Voilà. fait de la recherche dessus. C'est pour ça que ça commence par un questionnaire qui vous demande si vous êtes bien d'accord pour que vos données soient Voilà. utilisées Donc pour en la fait, la recherche. première chose, normalement, si vous cliquez sur le lien, ce qu'on vous incite à faire, allez-y. La première chose, c'est de lire tout ce texte qui vous dit en gros que ce questionnaire va vraiment être utilisé par la recherche. Et du coup, vous pouvez décider de participer sans que vos données soient utilisées pour la recherche, c'est votre choix, ou alors de participer et alors vos données aideront la recherche. Et ça peut être très intéressant pour vous, pour nous, et surtout pour Lou, que vous cliquiez sur Je participe et mes données aideront la recherche. Mais c'est votre choix. Une fois que vous avez cliqué, vous aurez accès à une deuxième page qui va vous expliquer un peu comment ça fonctionne. Si vous êtes, donc, on va vous montrer des images. Il faudra choisir imaginons que vous êtes sur un bateau, il faudra choisir qui vous choisissez, comme vous aurez des photos, qui vous choisissez comme photo pour que ce soit votre capitaine. Si vous êtes plusieurs derrière votre ordi, comme c'est écrit en gras, on va demander qu'il n'y ait qu'une seule personne qui fasse l'expérience et que ce soit la personne la plus jeune. Et faites attention, vous n'avez que 30 secondes pour choisir. Si vous n'avez pas choisi au bout de 30 secondes, le test est terminé. Donc il va falloir cliquer entre les deux visages qui vont apparaître à l'écran pour qui vous souhaitez être le capitaine de votre bateau. Donc il va y avoir plusieurs fois la même question. Et surtout, voilà, vous avez 30 secondes. Et alors, il va falloir bien lire ce qui est écrit en haut de l'écran. Donc, il faut bien lire ce qui est écrit. Donc là, pour moi, c'est imagine que ton bateau navigue sur une mer calme sans danger. Et là, je vais vous laisser le faire. Moi, je ne vais pas du tout le faire avec vous. On vous laisse le faire, mais on ne va pas le faire devant vous parce que sinon, ça n'a pas de sens. Mais donc, voilà, lisez bien. Le bateau, parfois, ça sera calme, parfois, ça sera pas calme. Ça influence. Voilà, c'est pas tout le temps sur les mêmes Et on va conditions. vous laisser le faire. Et comme tout à l'heure, n'hésitez pas à, quand vous avez fini, venir nous dire dans le chat que c'est bon. Et surtout, à votre avis, qu'est-ce qui était évalué dans ce protocole? À quoi il sert ce protocole? Puisque c'est une vraie expérience, il y a vraiment une hypothèse où il y a vraiment un truc qui est testé là. Et donc, c'est intéressant de se demander qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on essaye de montrer? Donc Mathis, je vois que tu me dis voilà, c'est fait. Alors n'hésite pas à nous proposer. Ouais, à nous proposer une interprétation de ce que signifie cette expérience. Et on finit à 17h30 On finit normalement. à 17h30, dans une demi-heure.
Hmm. J'ai envie de chantonner. Est-ce que ça, ça a influencé? Alors, il y a Ouais. Slazer qui nous dit, Slazer 14, on cherche à savoir les personnes qui physiquement nous rassurent. Donc, ok, donc ça c'est une possibilité. On essaie de savoir qui nous rassure. Alors, pourquoi tu parles Ouais, de nous quel rassurer, rapport? later? Et non, Arnaud, je ne chanterai pas finalement. Mathis, c'est ce que tu aurais dit aussi. Ok. Mhm. Alors, Quentin, si tu as fini, est-ce que c'est pas en rapport avec l'effet de halo? Alors, peut-être, en tout cas, on va demander à Vink de nous expliciter ce qu'il veut dire par là. Qu'est-ce que c'est l'effet de halo et pourquoi tu penses que ça a peut-être un rapport? Quand on est en danger, on choisit un capitaine rassurant. D'accord. D'accord. Et alors, qu'est-ce que tu penses que l'expérience, elle peut montrer comme caractéristique qu'aurait un capitaine rassurant dans ce cas-là? Mais aussi, il ne faut pas se fier aux apparences, ça peut être un tyran. Alors effectivement, hein, l'expérience, c'est vraiment une expérience où d'ailleurs, vous avez un temps limité pour répondre, c'est pas des vraies conditions, vous n'êtes pas vraiment sur le bateau, vous n'avez aucune autre Exactement. information que le visage des personnes, et encore, il n'y a même pas leurs cheveux, il n'y a rien. Donc, c'est sûr que le choix est peut-être pas un bon choix, mais l'expérience, c'est de savoir qu'est-ce que vous choisiriez là, en Alors il y a n'ayant aucun Slazer autre élément. encore qui nous dit si c'est une femme ou un homme qui nous rassure le plus. Du coup, ça veut dire que pour toi, il y avait des visages qui ressemblaient D'accord. plus à des visages d'hommes et d'autres qui ressemblaient plus à des visages de femmes. C'est effectivement. Mhm. euh, Il y a Vink qui dit on fait plus confiance aux gens beaux, bien présentés, rassurants. Ok, donc l'effet de halo, c'est que les personnes qui ont l'air belles, on a tendance à leur attribuer des qualités qu'elles n'ont pas forcément, même si on ne les connaît pas, mais puisqu'elles ont l'air belles, on se dit qu'elles sont sûrement aussi intelligentes, des bons capitaines, etc., etc. Alors peut-être effectivement, c'est quelque chose qu'on peut voir avec cette expérience. On pourra Au demander Fort tout à l'heure Nara à qui Lou. nous dit pour les Euh, pirates, on cherche quelqu'un de plus ferme, qui a l'air plus ferme. ouais, très bien. Donc effectivement, peut-être c'est quelque chose qui peut être vu avec cette expérience. Il y a autre chose, je trouve que c'est un peu biaisé, le métier de capitaine des usages genrés de la part de GSA05. C'est vrai, c'est une bonne remarque. C'est pas forcément anodin de demander un capitaine. Alors déjà, je dis un capitaine, je n'ai pas dit une capitaine. Donc effectivement, mais est-ce que du coup ce biais il se traduit dans les choix que tu fais ou est-ce que c'est un biais qui est juste moi quand je parle là ou juste quand on parle qui se retrouve? Euh, et GSA05 nous dit la rapidité pour choisir est peut-être évaluée également. Alors ça, c'est une très bonne remarque, je reparle dans quelques secondes. Je vais même en reparler maintenant. Donc là, ce qu'on vient de faire, c'est un deuxième type d'expérience qui vraiment sert à mesurer vos choix. En tout cas, comprendre qu'est-ce qui influence les choix d'une personne. Dans cette expérience, on avait un peu deux paramètres qui changeaient. On vous demandait de choisir un capitaine et tantôt la mer était calme, tantôt on était en danger. Donc le but de cette expérience, c'est visiblement de voir est-ce que vos choix changent en fonction du danger, du stress qu'il peut y avoir dans la situation où vous êtes. Et ça, on verra tout à l'heure avec Lou si on peut en tirer des conclusions. Euh, Seulement, GSA 05 nous propose une troisième façon d'étudier de faire des expériences en comportemental, c'est de compter les temps de réaction. C'est vrai que parfois, ça peut être intéressant de voir si, en fonction de la situation, les temps de réaction changent, ne sont pas les mêmes. Peut-être qu'il y a des choses qui, même si on va faire le même choix, vont nous perturber, vont ralentir notre prise de décision. Et donc, on peut le mesurer Juste en pour revenir mesurant ça. sur ce dont on vient de parler, on va garder vos hypothèses sur effectivement ce qui était testé dans ce test. Et vu que c'est un protocole que Lou utilise dans sa recherche, on lui en parlera, on lui demandera tout à l'heure de plus nous en parler et de nous expliquer concrètement les visages, qu'est-ce qu'ils voulaient dire, qu'est-ce qu'ils essaient de représenter, etc. Et pardon Paul, on peut parler passer au temps de réaction maintenant. Ouais, ouais, donc ça fait on vient de voir un peu deux expériences très typiques. Pareil, on pourra en reparler avec vous après, mais deux expériences très typiques qui sont dans ce domaine.
les questionnaires et mesurer les réactions, mesurer les choix en faisant changer des paramètres. Maintenant, une autre expérience qui est très typique, c'est de mesurer les temps de réaction, comme vient de le dire GSA 05, en fonction de en fonction de comment on vous perturbe, de ce qu'on vous met, de comment on vous fait faire le choix. Alors, pour ça, on vous propose de faire une nouvelle expérience avec nous. Alors, cette fois-ci, vous aurez à cliquer sur rien du tout, c'est des trucs qu'on va vous montrer. Donc, on va pas pouvoir mesurer vos temps de réaction. On va juste faire l'expérience avec vous, puis vous nous direz dans le chat si vous avez senti, vous, que les temps que vous avez mis pour faire ce que je vous ai demandé de faire a changé ou pas en fonction des conditions. La première expérience que je voudrais faire, c'est une expérience qui est hyper facile. C'est bon. Clémentine, puisque celle qui a la main, elle va, quand je lui dirai, elle avancera La diapositive. elle va changer l'image que vous avez. Pour l'instant, il y a juste écrit première expérience, mais bientôt, il y aura autre chose d'écrit. Je vais vous demander de me dire, en tout cas de dire à haute voix, devant votre ordi, et de l'écrire dans le chat, quelle est Non, n'écrivez pas dans le chat, ça va être le bazar. Ça va arriver 15 secondes plus tard, on va rien comprendre. Donc, n'écrivez pas dans le chat la réponse, dites-la à haute voix, le plus vite possible. Il faudra nous dire, vraiment, en parlant, de quelle couleur est le mot que vous voyez. Est-ce que vous avez compris? Donc vraiment, il faudra dire en parlant devant votre ordi, comme si vous étiez fou. Moi, je suis en train de parler devant mon ordi, vous pouvez le faire aussi. De quelle couleur est le mot que vous voyez apparaître sur l'écran? Ça va, c'était clair? Dites-nous dans le chat si vous êtes prêts. Et puis quand vous êtes prêts, on y va. Je guette le chat. Donc la consigne, hein, c'est bien de dire à voix haute la couleur du mot. De quelle couleur est écrit le mot? Ok, ils sont prêts. Ok, ils sont prêts. Alors c'est parti, le plus vite possible. De quelle couleur est ce mot? Ok. Le plus vite possible. De quelle couleur est ce mot? Ok. Le plus vite possible. De quelle couleur est ce mot? Le plus vite possible. De quelle couleur est ce mot? Le plus vite possible, en parlant, de quelle couleur est ce mot? Le plus vite possible, de quelle couleur est écrit ce mot? Le plus vite possible, de quelle couleur est écrit ce mot? Et toujours le plus vite possible, de quelle couleur est écrit ce mot maintenant? Et je ne sais plus s'il y en a d'autres encore. C'est fini. C'était le dernier mot. Alors maintenant, n'hésitez pas à nous dire dans le chat comment ça s'est passé. Est-ce que c'est facile, difficile? Et puis surtout, est-ce que vos temps de réaction, le temps que vous avez mis pour nous dire la couleur des mots, ça a été le même à chaque fois? C'est une expérience connue en effet. Ou est-ce que ça a changé? Ouais, c'est une expérience connue, on ne vient pas de l'inventer du tout. Et tu pourras du coup, si tu la connais, Slazer, tu pourras nous en parler. Alors, est-ce que vous avez mis le même temps pour trouver les couleurs? Déjà, ouais, d'avoir vos réponses. Alors, c'est facile quand on connaît, puisqu'on formate son cerveau comme il faut. Ok. Très bien. Donc, c'était facile. Alors après, très bien que ce soit facile. Est-ce que c'était toujours aussi facile ou est-ce que vous avez senti vraiment la différence entre le début et la fin? Donc, comme vous l'avez repéré, effectivement, il y avait quand même une astuce. Je vois qu'il y en a qui connaissent effectivement en plus ce test, qui s'appelle le test de Stroop, du nom de la personne qui l'a popularisé, qui a fait de la recherche dessus, Monsieur Stroop, qui s'appelait Monsieur Stroop. Il n'y a plus du tout de son prénom. Et effectivement, au début, comme vous avez vu, les mots étaient écrits de la couleur où ils étaient... Enfin, les mots étaient écrits de la même couleur que ce qu'ils voulaient dire. Donc le mot bleu était écrit en bleu, le mot rouge était écrit en rouge, le mot noir était écrit en noir. Et puis après, au bout d'un moment, les mots étaient écrits d'une couleur et ce qu'ils voulaient dire, c'était autre chose. Donc il fallait réussir à dire la couleur du mot sans se tromper, alors que ce qui a écrit, c'est pas la couleur du mot. Alors, je suis sûre que vous avez dit c'était facile. Il y en a qui ont mis des astuces en place, c'est-à-dire de cacher la moitié du mot pour pas se faire influencer. Mais malgré tout, même si je pense quand même, la majorité des gens pourront peut-être remarquer que ça prend quand même un peu plus de temps, même si on s'y prépare, pour bien dire « Ah ok, c'est pas jaune qui est écrit là, mais en fait il faut que je dise le mot vert ». Et c'est ça qui est testé. C'est ce qu'on voulait mettre l'attention, c'est mesurer le temps de réponse que vous avez mis pour chaque
pour chaque réponse. Ce que nous, on ne peut pas faire là, puisque vous l'avez dit, devant votre écran à voix haute. Mais l'intérêt, c'est de mesurer vraiment de manière très précisément le temps que mettent les personnes à répondre à ce questionnaire, à ce test. Et effectivement. On va devoir passer parce qu'on commence à être sérieusement en retard, donc on va passer à la suite. Une dernière petite expérience encore pour mesurer les temps de réaction. Alors, je vais vous proposer une deuxième expérience, et cette fois, c'est une expérience que c'est Lou qui nous l'a montrée, donc elle pourra vous en parler aussi. Alors, c'est très facile. Clémentine va vous montrer là aussi une image. En fait, ça ne va pas être une image, ça va être plein d'images. Il va y en avoir plein. Et on va vous demander de, le plus vite possible, trouver le visage. Il y a un visage quelque part dans ces images et faut le trouver le plus vite possible. Alors, attention, tenez-vous prêts. 3, 2, 1. Il faut trouver le visage le plus vite possible. Si vous l'avez trouvé, vous pouvez nous dire la rangée, la ligne. Ouais, si vous l'avez trouvé, dites-le dans le chat. Pour tout à l'heure... Et pendant ce temps-là, on voit toutes vos questions. Hein, la différence de vitesse doit se compter en millisecondes, etc. Tout ça, c'est des questions que là, on ne va pas prendre le temps d'en discuter, mais on les garde pour Lou tout à l'heure. Elle aura sûrement plein de choses à dire là-dessus. Alors, si vous avez trouvé le visage, vous pouvez le dire. Je ne sais pas combien de temps ça vous a pris, mais voilà, vous l'avez trouvé. On va refaire exactement la même chose. Il va falloir trouver un visage encore sur d'autres photos. Donc ça va être la même chose, sauf que cette fois-ci, c'est un visage de singe. Mais bon, voilà, sinon c'est vraiment le même exercice. C'est pas beaucoup plus compliqué. Est-ce que vous êtes prêts? Alors attention, il faut trouver le plus vite possible le visage de singe. Dans 3, 2, 1, on cherche le visage de singe. Et quand vous avez trouvé, vous pouvez le dire dans le chat. Et non, Mathis, l'enfant sur la vidéo d'avant, la photo d'avant n'avait pas l'air très heureux. Deuxième 2, 3 Non. Deuxième rangée, troisième ligne, pas du tout. Alors, 61. Vous êtes sûr? Zildoudou 61? C'est peut-être un animal. C'est peut-être pas un singe. Effectivement. Il y en a En tout cas, c'est un mais visage si, il y en animal. a un. C'est un bonne ours. remarque de... c'est... Je suis en train de dire que ça C'est ressemble un beaucoup à un panda pandarou. C'est vrai. Mais c'est peut-être plutôt du côté de l'ours que du singe, certes. En fait, on les a induits en erreur pour montrer que notre expérience marchait. Voilà. Et du coup, j'ai raté l'expérience. Bon, on est désolé. Bon, en tout cas, ce qu'on voulait montrer avec cette expérience, c'est que c'est normalement, hein, peut-être que vous l'avez senti, peut-être que pour vous, pas du tout, et peut-être que je vous ai tellement induit en erreur que ça n'a rien donné, mais en général, ça va très très vite de trouver le visage humain parmi toute cette multitude de photos. Par contre, de trouver le visage de l'animal, c'est beaucoup plus difficile, on met beaucoup plus de temps. Donc le temps pour faire cette action est beaucoup plus long pour chacun. Donc c'est aussi facile, on le trouve, mais le fait que ce soit pas un visage humain, ça nous influence. Ça rend la tâche plus difficile pour notre cerveau. Ce que semble vouloir dire cette expérience, c'est qu'on a plus de facilité, plus de rapidité à repérer des visages humains. Très bien. Donc là, c'était vraiment pour vous présenter 3 grands types d'expériences qu'on peut faire quand on veut étudier et quand on veut faire des expériences sur le comportement. La première qu'on a vue, c'est de faire des questionnaires. Ça, c'est quand c'est facile et qu'on peut essayer de demander explicitement ce que pensent les gens, et puis explicitement ce qu'ils préfèrent, qui ils sont, etc. On peut aussi mesurer les choix qu'ils font, si jamais on peut, et voir en fonction de si on change les paramètres, est-ce que les choix changent, est-ce qu'on peut influencer les choix ou pas du tout. Donc, qu'est-ce qui peut influencer le choix? Et on peut aussi essayer de voir comment ce choix, comment cette prise de décision, elle est rendue plus difficile, elle peut être perturbée par des facteurs extérieurs. Et donc là, on mesure le temps de décision, le temps à réaliser une tâche. Ce qui nous permet, on n'a pas du tout dit, mais pour le temps de réaction, ça nous permet de comprendre des mécanismes qui ne sont pas forcément conscients ou dont on ne se rend pas compte si on a beaucoup de temps pour faire la tâche. Devoir faire des choses très rapidement, ça permet de voir des processus du cerveau qui se passent à des vitesses extrêmement rapides et de les comprendre, tout simplement.
ce que je vous propose de faire. On avait prévu une autre partie, mais on a pris pas mal de retard, donc je pense je propose à Clémentine en direct qu'on la saute, la partie, et qu'elle nous dise. Donc très bien, elle est d'accord. Et directement, on va donc à la discussion avec Lou, qui apparaît à peine, je dis. Elle est Qui apparaît à comme peine, je dis. Bon, c'est parfait. Rebonjour Lou et bienvenue avec nous. Rebonjour Lou et bienvenue avec nous. Donc, Tu as ton micro coupé, Lou, je pense. comme je le disais, Ah non, c'est bon, c'est bon. Normalement. donc, Lou, peut-être d'abord on te présente pour que tout le monde sache qui tu es. Tu es chercheuse. Alors, ma fiche n'est plus là et du coup le nom des laboratoires je ne le connais pas par cœur. Est-ce que tu peux vas-y, présente-toi. Désolé. Alors bonjour à tous, donc je suis chercheuse en sciences cognitives et en psychologie politique à Sciences Po. Très bien et je ne suis plus là, tu es partout maintenant. C'est bon. C'est revenu, t'inquiète. Je sais pas ce qui s'est passé. Super, alors bienvenue parmi nous. On a discuté de plein de choses. Peut-être, je ne sais pas si tu nous as un peu suivis et si tu as une remarque à faire d'emblée sur les expériences qu'on a pu faire. S'il y a quelque chose que tu as envie de dire tout de suite, c'est l'occasion. Des trucs qu'on a dit ou des choses qu'il faut absolument que tu dises. Non, alors j'ai rien noté de faux, c'était très intéressant. Donc après, je pense qu'on peut reprendre les questions au fur et à mesure comme vous les avez notées pour que je puisse répondre. Peut-être avant de ça, est-ce que tu peux nous dire ce que tu fais, toi, comme recherche, dans les grandes lignes, qu'on sache un peu ce que c'est la thématique sur laquelle tu travailles, etc. Moi, j'étudie donc le comportement social et le comportement politique des gens. Donc, pour ça, j'ai des approches expérimentales. Donc, je vais m'inspirer de travaux qui sont faits en sociologie, en sciences politiques, qui sont des matières qui sont, des disciplines classiques pour étudier ces comportements-là. Et ce que je vais regarder, c'est les mécanismes psychologiques qui expliquent ces comportements. D'accord, super. Je sais pas si... Alors, je sais qu'on ne me voit pas, mais je ne sais pas si on m'entend. Oui, on t'entend, je sais. Je suis désolée, ça bug à chaque fois que Lou parle, on la voit à ta place. Mais je suis désolée, je ne sais pas comment résoudre le problème. Donc. Bon, c'est des choses qui arrivent. Et peut-être aussi, avant de répondre aux questions, toi, donc là, j'ai parlé, on a présenté des types d'expériences qu'on peut faire quand on veut étudier les comportements. Toi, c'est des types d'expériences que tu fais, effectivement, de faire des questionnaires, de mesurer des réactions en fonction d'un changement de paramètres ou de mesurer des temps de réaction. Alors oui, tout à fait. Moi, je fais des questionnaires, je fais des expériences où je mesure des préférences, je fais des expériences où j'essaye de mesurer des choses qui sont plus implicites et notamment, j'utilise les temps de réaction pour mesurer ça. D'accord, donc le temps de réaction vraiment pour mesurer les choses qui sont plus implicites. Et il y a d'autres types d'expériences que tu fais et dont on n'a pas du tout parlé. Je sais que par exemple, tout à l'heure, il y a quelqu'un qui nous a parlé d'une mise en situation en mettant un casque VR pour vérifier les réactions de quelqu'un ou de regarder avec l'imagerie cérébrale ce qui se passe dans le cerveau de quelqu'un quand on le soumet à des images ou à quelque chose qui pourrait peut-être lui faire peur, ou etc. Alors ça, ce n'est pas des études que je fais moi, mais c'est en effet des études qui se font. Donc la réalité virtuelle, c'est quelque chose qui se développe de plus en plus dans la recherche en sciences comportementales. Et bien sûr, la neuroimagerie, c'est quelque chose qui est utilisé très classiquement pour étudier comment les gens réagissent dans différentes situations. D'accord. Donc, c'est des bonnes propositions qui existent vraiment, surtout. Peut-être qu'on peut poser les questions qui sont arrivées. Je ne sais pas, Paul, ce que tu en penses. Ouais. Oui. La première question, c'est que quand on parlait de sciences comportementales, il y avait des hypothèses. Est-ce que c'est de la sociologie? Est-ce que c'est de la psychologie? Alors, qu'est-ce que c'est en fait, les sciences du comportement? Alors, les sciences du comportement, comme elles sont définies maintenant, ça va être plus proche de la psychologie que de la sociologie. Mais néanmoins, ce n'est pas des sciences qui sont à prendre en isolation. C'est-à-dire qu'on va utiliser des approches expérimentales ou observationnelles, c'est-à-dire qu'on va observer comment les gens se comportent dans une perspective de comprendre les mécanismes psychologiques
qui explique pourquoi il se comporte d'une telle façon ou d'une autre façon. Mais bien sûr, on va s'appuyer sur des connaissances qui viennent de la sociologie, de l'anthropologie, de la philosophie aussi, avec des théories sur comment les gens perçoivent le monde, interprètent les choses. Donc c'est en fait une partie de science qui va s'intégrer dans un plus grand ensemble de disciplines qui s'intéressent à finalement comment fonctionne la société, comment fonctionne l'être humain. Voilà. Super, ça clarifie un petit peu, même si j'ai l'impression que du coup c'est quand même très large comme champ disciplinaire et qu'il y a plein de disciplines qui rentrent à l'intérieur de ça. Alors, une autre question, c'était quand on parlait de à quoi sont... Est-ce que les sciences du comportement, ça étudie le vécu, les expériences qui ont un impact peut-être sur la manière dont on réagit, dont on se comporte? Alors, pas toutes. Mes recherches s'intéressent à ça, par exemple. On va s'intéresser à le fait d'avoir vécu dans un environnement peut-être difficile dans l'enfance, quelles conséquences ça va avoir sur les comportements à l'âge adulte. Mais donc, en effet, c'est une des choses qui est étudiée, mais c'est pas du tout la seule chose qui va être étudiée. On va s'intéresser aussi à des caractéristiques de l'individu, comme ses traits de personnalité. Et puis, comme ça a été dit, on va aussi s'intéresser à comment un même individu va réagir dans différentes situations. Là aussi, soit de façon générale, est-ce qu'on va trouver que tous les individus vont réagir dans certaines situations de la même façon, ou est-ce qu'on va avoir des traits de personnalité, des caractéristiques propres de l'individu, notamment leur vécu, qui va faire qu'ils vont réagir de façon différente dans différentes situations. Et pour compléter ça, quand tu fais des tests, est-ce que en fait tu te rends compte que les réactions des humains elles sont différentes quand ils savent qu'ils participent à un test? Ça, c'est une question qui est revenue et qui paraîtrait intéressante. Question qu'on a eue aussi. Exactement. Alors ça, c'est sûr. C'est sûr que leurs réactions vont être différentes. L'idée va être de regarder comment leurs mécanismes psychologiques réagissent dans ces situations quand c'est artificiel. Alors on pourrait se dire, ah oui, mais du coup, ça n'a aucune valeur ce que vous faites. Je ne pense pas que ce soit le cas, parce qu'en fait, si on prend toutes les sciences expérimentales, on va observer qu'on a le même problème. Par exemple, si on s'intéresse au fonctionnement d'une cellule, on va la séparer de ses autres cellules. Si je regarde une cellule cardiaque, je vais la mettre dans une boîte de pétri pour regarder comment elle va réagir à différentes choses. Pareil, cette cellule-là, elle n'est pas dans son environnement naturel. Donc, on va acquérir des connaissances sur la façon dont le comportement humain fonctionne, tout en sachant qu'on l'a mis dans des conditions artificielles, mais qui vont nous donner quand même des informations sur son fonctionnement en général. C'est pour ça que c'est intéressant de combiner ça avec des études de sociologie, de sciences politiques qui, elles, vont analyser le comportement humain dans son contexte réel. Ok. C'est hyper intéressant parce qu'effectivement, ça permet de bien voir que c'est aussi une science expérimentale au même titre en fait que la physique ou la biologie, ce qu'on ne se rend pas forcément compte à la base. Mais en fait, on fait des tests dans des conditions particulières, etc. On isole des conditions pour comprendre des choses qu'après on peut ou pas généraliser en fonction. Mais Paul, tu as une question? Alors, moi, j'en ai aussi. Par contre, je ne sais pas si on m'entend. On t'entend. On m'entend très bien, parce que je suis toujours dans le doute. Très bien. Alors, donc, ouais, une autre question qui a été posée, du coup, il y a des questions qui ont été posées surtout sur l'expérience que tu nous as proposée, cette expérience de choix du capitaine. Alors, peut-être tu peux nous dire à quoi elle sert cette expérience? Qu'est-ce que tu veux mesurer? Qu'est-ce que tu veux prouver comme hypothèse avec ça? Ou au contraire, déprouver? Je ne sais plus comment on dit. Le contraire de prouver. Infirmer. Infirmer. Oui. Alors, cette expérience, en fait, elle est inspirée d'expériences très, très classiques en psychologie politique et en sciences comportementales, qui visent à comprendre si, même dans des situations très, très minimales, donc là, en fait, on doit choisir le capitaine d'un bateau, les gens vont quand même être biaisés en général pour choisir quelqu'un qui a l'air plus dur, plus autoritaire dans des situations de menace que dans des situations où il n'y a pas de menace. Donc en fait, ça vise à tester si cet attrait qu'on observe en fait de façon historique et en sciences politiques aussi pour les leaders autoritaires, les hommes politiques forts dans des situations de crise, on peut le répliquer de façon expérimentale dans une expérience très simple. D'accord, c'est vraiment pour essayer de retrouver ce phénomène en situation de crise, on a tendance à se donner sa confiance à quelqu'un qui a l'air autoritaire. Exactement. Moi, j'ai Et alors, ça marche bien ou pas? Parce que du coup, quand même, c'est quoi le résultat de cette expérience? Alors, en général, ça marche bien.
Alors, j'ai pas pu analyser encore les résultats de votre, enfin, D'aujourd'hui. mais de façon générale, normalement, ça marche bien. Et en effet, les gens ont tendance à préférer un capitaine plus autoritaire, enfin, qui a l'air plus autoritaire, dans des situations de pirates ou des situations de crise. Et alors on nous disait tout à l'heure, mais on sait rien des visages qu'on voit. Comment on peut savoir qu'il y en a qui sont plus autoritaires? Ça veut dire quoi, qui a l'air plus autoritaire? Alors, comme vous avez pu le voir, c'est des visages qui sont en fait des avatars. Et ces avatars, en fait, ils ont été créés pour évoquer un certain degré de dominance. C'est-à-dire qu'on va les percevoir comme étant plus dominants. Et ça a été fait à l'aide de modèles en fait, ça a été testé sur des centaines de gens, etc. Donc on sait que ce visage-là, en tout cas dans des populations occidentales, ont l'air plus dominants enfin, donc à chaque fois, il y avait un visage qui avait l'air plus dominant, un visage qui avait l'air moins dominant. Alors, D'accord. ça se Donc, base sur les premières impressions qu'on a des gens. Et bien sûr, ces premières impressions, elles peuvent être complètement fausses. Mais ce qui va être intéressant ici, c'est que comme c'est la seule information qu'on vous donne, vous allez vous baser sur cette information-là pour faire votre choix de leader, enfin de capitaine. Et donc, on va pouvoir mesurer si vous allez préférer quelqu'un qui a l'air plus dominant ou quelqu'un qui a l'air moins dominant. Et il y a une question qui est revenue sur le genre, parce que il y avait l'impression que les visages plus dominants, justement, avaient l'air d'être plus masculins et les visages moins dominants plus féminins. Est-ce que c'est quelque chose qui se retrouve? Alors, c'est quelque chose qu'on a tout le temps. C'est quelque chose pour lequel on ne peut pas vraiment contrôler, en fait. C'est-à-dire que tout le monde, enfin, en moyenne, tout le monde trouve que les visages qui ont l'air plus dominants ont aussi l'air plus masculins. Alors là, il y a une grande question de savoir si c'est quelque chose lié à des différences de biologie entre les hommes et les femmes, ou alors si c'est quelque chose de complètement culturel et que eh ben, étant dans une société où on va avoir des rapports de pouvoir tels qu'on va interpréter un visage qui a l'air plus dominant comme un visage plus masculin. Ça, c'est une question qui n'a pas encore été résolue. mm. Oui, d'accord. On ne sait pas dans quel sens on fait l'association. Est-ce que c'est visage masculin qu'on a tendance à attribuer comme étant un truc plus dominant, ou si c'est quand un visage a l'air dominant, on a tendance à l'identifier comme étant masculin, ou si c'est les deux. Et du coup, il y a justement une remarque qui est intéressante, c'est on pourrait de GSA au 5, il faudrait faire la même expérience dans différentes cultures. Est-ce que ça a été fait? Est-ce que c'est quelque chose que tu fais? Alors, cette expérience-là, de ce que je sais, a été faite uniquement dans les pays occidentaux. Et en effet, ce serait très très intéressant de la faire dans différentes cultures pour voir si on a les mêmes associations. Donc en effet, ce serait quelque chose de très intéressant. Et en effet, beaucoup d'expériences, quand elles sont faites dans d'autres cultures, montrent des résultats différents. Donc montrent qu'il y a une variation dans le comportement humain en fonction de la culture dans laquelle les gens évoluent. Il y a une question de Titu aussi, alors tu y as déjà un peu répondu. Donc je ne sais pas s'il l'a posé avant ou après que tu en parles, mais il demande s'il y a eu des essais sur comment on définit l'autorité, ou comment on perçoit l'autorité. Donc tout à l'heure, tu nous as dit que pour ces visages, par exemple, c'était en générant ces visages, en les montrant à des gens et en leur demandant, en les classant, en leur demandant de dire lequel a l'air plus autoritaire, lequel a l'air moins autoritaire. Et donc ça a l'air d'être un peu empirique comme démarche, d'essayer de comprendre en demandant directement aux gens qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que, peut-être, je pense que le sens de sa question, c'est est-ce qu'on a fait des études qui arrivent à faire ça autrement qu'empiriquement, à comprendre qu'est-ce qui se passe derrière? Est-ce qu'il y a des mécanismes à comprendre? Ou est-ce qu'en fait, Ah, on ne sait rien? moi, je dirais qu'on n'en sait pas encore grand-chose. C'est-à-dire que de façon empirique, on peut établir que telle expression, par exemple le fait d'avoir l'air en colère, ça va donner l'air plus dominant. Donc ça, c'est des choses qu'on a établies et enfin, dont on peut faire sens d'un point de vue théorique. On peut dire, en effet, quand on est en colère, on va vouloir montrer en fait une certaine attitude et donc on va vouloir montrer qu'on est plus dominant, etc. Donc il y a une association qui peut se faire. Mmh. Mais sinon, on n'a pas beaucoup de connaissances sur pourquoi en fait tel visage, telle voix va avoir l'air plus dominante que tel autre. Donc on sait qu'il y a aussi là encore le vécu des gens qui va jouer. Euh, mais sur des caractéristiques qui sont reconnues en général par une population comme des caractéristiques de dominance, ça,
c'est encore, c'est encore. D'accord. Donc, qu'est-ce qui fait que quelqu'un est dominant? On ne sait pas trop l'expliquer. On sait le constater, mais on ne sait pas l'expliquer. Ça, c'est intéressant. Et alors, une dernière question encore là-dessus. GSA 05 nous demande, parmi les visages qui ont été montrés dans cette expérience, il y avait des couleurs de peau légèrement différentes. Nous, là, on vient de parler du genre. En fonction de si ça avait l'air d'être un visage masculin ou féminin, on avait l'air de ne pas le percevoir pareil. Euh, Est-ce que la différence de couleur de peau, ça influe là-dessus ou pas du tout aussi sur la confiance qu'on accorde? Alors là, c'est des visages qui ont été générés de façon complètement empirique. Donc, en effet, la teinte de la peau varie en fonction des avatars. Et là encore, on ne peut pas vraiment expliquer pourquoi. Donc, en fait, les visages aussi plus féminins ont l'air plus pâles, les visages plus foncés ont l'air plus dominants dans ces avatars. Euh, Là encore, pas d'explication vraiment théorique sur cette association-là. Donc, ce qui est important, ce serait de voir si c'est une caractéristique qui est essentielle. C'est-à-dire, est-ce qu'il faut qu'il y ait ces différences, enfin, ces variations de couleur de peau pour évoquer différents niveaux de dominance? Ça, ce serait une première chose à voir. Et si c'est le cas, alors il faudrait essayer de comprendre pourquoi ces variations de couleur de peau sont associées à des variations de dominance. D'accord. Mais donc, du coup, ce qui empiriquement ressort de l'expérience, c'est que plus la couleur de peau est foncée dans ces avatars, plus on a tendance à les considérer comme dominants. Pas exactement. En fait, ces avatars, ils ont été générés à partir de plein de visages, de photos. Et donc, on a demandé à des participants d'évaluer ces photos, donc étant plus ou moins dominants, par exemple. Et à partir de ces évaluations, on a généré de façon automatique des avatars qui variaient sur la dominance. Donc, en fait, on n'a pas contrôlé la couleur de peau, la taille des yeux, la façon dont la personne va se poser ou pas. De façon consciente, on a vraiment généré ça à partir des évaluations des participants. Et donc, il se trouve que la teinte de la peau a été une variable qui a été retenue par les algorithmes qui ont généré ces avatars dans la génération de visages plus dominants. Mais ce n'est pas quelque chose qui est changé de façon consciente quand on génère ces En avatars. fait, de ce que je comprends, c'est qu'il faudrait faire un test pour vérifier cette hypothèse avec les mêmes visages mais blancs et plus foncés, voir le choix qu'on fait pour la dominance et voir si effectivement ça a un impact. C'est une autre expérience que c'est. Complètement, oui, c'est exactement ce qu'il faudrait faire. Alors, il y a On a, quelques questions. on a encore quelques questions qui restent, oui. On passe peut-être aux questions qui concernent l'effet Stroop, parce qu'il y avait aussi des questions. Et qu'est-ce que ça montre? Est-ce que le sens de lecture a une influence pour le test? Est-ce qu'il y a... Enfin voilà. Que veut nous dire l'effet Stroop? Alors c'est une très bonne hypothèse que le sens de lecture ait une influence. Donc, c'était pour la détection des visages humains versus des visages d'animaux. Donc, en effet, sur l'exemple qui a été montré, ça pourrait tout à fait expliquer les résultats, qu'on met un peu plus de temps à détecter l'animal que le visage d'enfant. Donc, ça, c'est quelque chose qu'il faudrait contrôler. Et c'est pour ça qu'en fait, dans les expériences, on va faire plusieurs fois le même type, on va présenter plusieurs fois le même type d'image aux participants. Donc, une fois où le visage d'enfant va être en haut à gauche, une fois où il va être au milieu, une fois où il va être en bas à droite, etc., pour justement supprimer ces hypothèses alternatives. Et donc, pareil, des cas où le visage animal va être en haut à gauche, en haut à droite, etc. Et donc, comme ça, on va pouvoir vérifier que ce n'est pas la position exacte du visage qui a un impact, mais vraiment le fait que ce soit un visage d'humain ou un visage d'animal. Et en effet, ces expériences-là ont permis de montrer que les visages d'humains attiraient l'attention beaucoup plus que les visages d'animaux. Ils étaient détectés beaucoup plus vite et ça a permis d'apporter des preuves à l'hypothèse comme quoi on était vraiment construit au niveau cérébral pour détecter les signaux sociaux, puisque en fait, comme on s'est dit classiquement, l'homme est une espèce sociale. Et bien ça, c'est une de ces preuves-là. On est attiré par les stimuli, enfin, les signaux sociaux. Après, sur le Stroop. Le Stroop, c'est un exemple de ce qu'on va appeler la compétition entre différentes informations. Donc, en fait, vous avez une page où vous devez dire la couleur dans laquelle un mot est écrit, et en même temps, vous avez une information qui va être contradictoire, qui est le mot en lui-même. Et donc, pour donner la bonne réponse, vous devez inhiber, donc supprimer la réponse, qui consiste à juste lire le mot, pour pouvoir
donner la bonne réponse, qui est la couleur dans laquelle le mot est écrit. Alors, bien sûr, cette tâche, elle est très très facile. Tout le monde est capable de la faire, voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous allez mettre quand même un peu plus de temps quand il y a des informations contradictoires, quand les deux informations vont dans le même sens, c'est-à-dire bleu écrit en bleu. Et ces différences de temps, elles peuvent être très très petites. Mais ce qui va être intéressant, c'est qu'on va quand même être capable de les mesurer, et c'est pour ça qu'on va utiliser des protocoles par ordinateur, donc comme les expériences que vous avez faites sur le choix du capitaine, qui vont nous permettre de mesurer très finement les temps de réaction des participants. Merci. Alors, on a comme l'heure tourne, on va poser encore quelques dernières questions, mais après, ça va être l'heure d'y aller, surtout que c'est bientôt le couvre-feu, peut-être qu'il y en a parmi vous qui ont besoin de rentrer. Il y a des questions qui ont été posées un peu plus générales sur un peu l'éthique et sur à quoi ça sert tout ça. Par exemple, on nous demande à quel point ce domaine de recherche et ce type de recherche, ça peut être c'est appliqué aujourd'hui à des fins commerciales, par exemple. Alors, il y a des applications à des fins commerciales. La plupart de ces études sont quand même à des fins purement de recherche, donc pour tester des hypothèses théoriques. Et en fait, comme ça a été dit au début, on est très très loin quand même du cadre réel. On est dans des expériences qui sont très artificielles, etc. Donc en fait, ce qu'on va pouvoir dire sur le vrai comportement des gens, c'est une toute petite chose. C'est-à-dire qu'on va pouvoir dire, voilà, il y a ce mécanisme-là qui existe, qui permet de faire sens de la façon dont les gens se comportent dans la vie réelle. Mais ça ne veut pas forcément dire que si on met les gens dans certaines situations, ils vont forcément réagir de la façon dont on veut. Donc, le passage de pour être sûr que j'ai bien compris, le passage de ces expériences et de ce qu'on comprend de ces expériences à une application concrète, commerciale par exemple, c'est difficile. C'est pas aussi évident que ça. Voilà, et donc c'est pour ça que c'est pas non plus beaucoup fait. On ne peut pas dire que c'est pas fait du tout, mais c'est pas beaucoup fait. Après, sur les questions éthiques, bien sûr, c'est quelque chose qui est extrêmement important, en fait, dans tous les domaines de recherche, et en particulier les domaines de recherche qui touchent à l'être humain. Donc, on va justement devoir valider nos expériences, faire valider nos expériences par des comités d'éthique. Donc, en fait, toutes les expériences que vous proposez, il y a un comité d'éthique qui doit les valider, sinon vous n'avez pas le droit de les faire, c'est ça? Voilà. L'idée, c'est qu'on va soumettre des projets de recherche généraux, etc., qui vont dire oui, en effet, c'est éthique, c'est bon, ou non, voilà, votre recherche n'est pas éthique, elle est discriminatoire, etc. Enfin, ça m'est jamais arrivé. Donc, heureusement, mais en effet, les comités d'éthique peuvent demander des modifications à des projets de recherche ou peuvent interdire certaines recherches parce qu'elles sont considérées comme non éthiques. Donc, par exemple, c'est aussi pour ça qu'on demande le consentement des participants au début d'une expérience. Donc, l'idée, c'est pas qu'il y ait des choses qui ne soient pas publiées parce qu'elles ne sont pas éthiques, mais en fait, c'est des recherches qui ne sont pas faites parce qu'elles ne sont pas éthiques. Après, ce qu'il faut voir, c'est que aussi, comme j'ai dit, on est dans des situations très artificielles. Donc, ce qu'on va pouvoir dire, il faut être capable, en tant que chercheur, d'être humble par rapport à ces données et d'être capable de dire, en fait, ce que j'ai montré, c'est que dans ce contexte précis-là, ce contexte de laboratoire, les gens réagissent comme ça. Donc, point. Ça, c'est ce que j'ai montré. Donc, ça peut permettre de comprendre certains comportements réels, mais j'ai rien montré sur les comportements réels. J'ai montré quelque chose en laboratoire et ça peut permettre d'éclairer la façon dont les gens se comportent réellement. Et donc, ça permet aussi de relativiser à la fois les apports qu'on a et aussi de comprendre les limites de nos recherches et voilà. Très bien, merci. Merci beaucoup. Donc en gros, si je résume un peu ce que j'ai compris, c'est que, en tout cas par rapport à l'éthique, il n'y a pas de recherches qui ne sont pas publiées parce qu'elles n'étaient pas éthiques, c'est surtout qu'elles ne sont pas faites parce qu'elles n'étaient pas éthiques. C'est au moment de faire les recherches qu'il y a un comité qui dit « bah non, mais ça, vous n'allez pas faire ça parce que c'est quand même n'importe quoi », ou qui dit « ok, vous pouvez y aller » et du coup, après, ça peut être publié. Alors, une toute petite précision, c'est que s'il adviendrait qu'il y ait un problème au moment, voilà, et que le comité d'éthique dise c'est bon, alors qu'en fait, ça veut dire que c'est pas éthique, au moment de la publication, là encore, il y a un deuxième regard de la part à la fois des éditeurs des journaux scientifiques, mais aussi des personnes qui vont relire l'article, qui sont eux aussi des scientifiques, pour vérifier en fait le caractère éthique ou non de la recherche menée. Donc, il y a quand même deuxième vérification. Voilà. Et
Et Merci beaucoup. Vas-y. pardon, mais ces critères d'éthique, ils ont un peu évolué, j'imagine, parce que j'imagine que parmi les gens qui regardent Confine Science, il y a peut-être des gens qui ont entendu parler de l'expérience de 1000 grammes, mais c'est quelque chose qui aujourd'hui serait plus possible, je pense. Enfin, je te pose la question. Peut-être si on a mis 1000 grammes sur le tapis, il va falloir expliquer ce que c'est. Oui, c'est dans les références qu'on vous donnera, comme ça, dans le Padlet. On va vous donner plein de références dans le Padlet pour aller plus loin et creuser. Mais juste, du coup, sur les questions. Est-ce que les questions éthiques ont évolué? Pardon, désolée, Alors, donc, en effet, l'expérience de 1000 grammes, c'est très basiquement une expérience où les gens devaient donner des chocs, enfin, pensaient qu'ils devaient donner des chocs électriques à d'autres participants. Donc c'était une expérience très, très, très politique. Il y a eu aussi des conséquences psychologiques sur les participants qui ont participé à cette expérience. Donc oui, les critères éthiques se sont beaucoup plus affirmés, mais là encore, c'est un mouvement en fait qui est général dans la science. Hein, donc les études sur les animaux, on compte le bien-être animal, etc. Donc toute la science est devenue plus éthique, a pris en compte ces considérations éthiques et ce qui est très très bien. Et donc voilà, donc on a pu faire dans le passé des expériences qu'on ne pourrait plus faire maintenant, et donc et voilà, ce qui est pour le mieux. Très bien. Eh ben, merci beaucoup. On pourra continuer à poser des questions pendant Oui. 3 heures, mais on va malheureusement devoir s'arrêter maintenant. Merci 1000 fois, Merci. Lou, d'avoir bien voulu participer à cette, je sais jamais comment appeler ça, à ce live. Ouais, à cette animation en ligne. C'était hyper intéressant vraiment et je crois que ça a pu répondre à beaucoup de questions que se sont posées les gens. Donc merci beaucoup. Et puis, et d'ailleurs, ça me permet de vous dire que si vous êtes intéressé toujours par l'étude des biais inconscients et tout ça, Lou, elle va réintervenir avec nous pour un événement pour la semaine du cerveau le 18 mars. J'en parle, vous aurez les informations sur le site de l'ESPGG, mais on pourra creuser un peu plus cette question des biais et des biais inconscients qu'on a avec Lou et d'autres chercheurs le 18 mars à 18h, donc n'hésitez pas, je fais la petite pub. Merci beaucoup tout le monde de nous avoir suivis et d'avoir été avec nous. C'était super d'avoir ce temps en live avec vous. Merci à vous. Si vous souhaitez, Confine Science revient la semaine prochaine, mercredi prochain, alors je ne suis pas très clair sur la thématique, je n'ai pas révisé encore. Arnaud, Eva, vous pouvez nous dire? C'est parfait. Et donc la semaine prochaine, Arnaud, Eva et Maxime font une nouvelle animation à 16h30 mercredi prochain. En attendant, nous, on va vous envoyer la... Ah, On ne t'entend m'entend maintenant, pas. pardon. On ne On m'entend t'entend. pas. En attendant, donc nous, on va vous envoyer dans le chat maintenant un lien vers un Padlet où il y a des ressources, des choses qu'on souhaite partager avec vous en lien avec cette animation si le sujet vous a plu et que vous avez envie d'aller plus loin. Et puis, il ne reste plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de journée, une bonne fin de semaine, et puis à très bientôt. Et on était très heureux de vous voir et des bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances. À bientôt. Au revoir.